c'était que négatif, les gens ne mettraient pas la climatisation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets négatifs si c'est utilisé trop souvent ou s'il y a un mauvais entretien, par exemple. Les risques, en fait... AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé et la santé de vos yeux. Ce matin, avec mon invité, le docteur Nassim Bellatri. Bonjour et bienvenue, Doc. Bonjour, Laurent. Je rigole parce qu'en fait on l'a fait à la répétition, mais vous m'avez appelé Laurent. Oui, voilà. Appelez-moi comme vous voulez. De toute façon, le principal c'est qu'on fasse une émission ensemble. Vous êtes ophtalmologue, vous travaillez dans une équipe qui s'appelle Ophtamen et vous venez du Mans. Une équipe novatrice en France et très sensibilisée à la question des déserts médicaux. Pour tout le monde, qu'est-ce qu'on appelle un désert médical ? Un désert médical, c'est un territoire où il n'y a pas assez... de médecins pour pourvoir aux besoins de santé. Et c'est vrai qu'un Français sur 6 se situe dans cette situation. Et ça se généralise. Aujourd'hui, en dehors des grandes métropoles, on peut dire que les Français connaissent et subissent cette question des déserts médicaux. Et je pense que dans les prochaines échéances politiques, c'est des questions qui vont peser. Ça, l'accès à la santé à côté de chez soi. Le Mans, on peut dire du Mans que c'est un désert médical ? Effectivement, et il manque beaucoup de médecins au Mans, que ce soit dans ma spécialité en ophtalmologie ou en dentaire ou dermatologie, et la plupart des spécialités d'ailleurs. Oui, même un généraliste, et d'ailleurs beaucoup de nos auditeurs sont confrontés à la difficulté de trouver ce qu'on appelle un médecin traitant, par exemple, quelqu'un qui les accepte comme... et qui acceptent de devenir leur médecin traitant. Oui, c'est ça. Et tous les jours, alors, moi je suis confronté à des patients qui me demandent un numéro de médecin traitant parce qu'ils n'arrivent pas à en trouver, ou même quand il y a un médecin qui part, il n'est pas forcément remplacé. Il n'est pas remplacé, oui, quand il part à la retraite et les gens se retrouvent sans médecin traitant. Oui, c'est la problématique, effectivement, qu'on rencontre au Mans, et d'ailleurs en France, pas comment. Oui, non, bien sûr. Et en plus, ça a un impact sur vos remboursements à la sécurité sociale si vous n'avez pas de médecin traitant. Alors évidemment, il y a des mesures qui permettent de contourner la règle du médecin traitant, mais c'est quand même problématique. C'est pénalisant. Cette question du manque de professionnels de santé est encore accentuée pendant la période estivale. Qu'est-ce qui se passe l'été quand on veut consulter un ophtalmo en urgence ? Alors, j'en parlerai après, mais c'est vrai qu'au Mans, on a quand même on va dire une sorte de permanence d'ophtalmologue, de telle sorte que on se relaie entre collègues. Mais dans les déserts médicaux, à proprement dit, il n'y a pas assez de médecins, et encore moins en été. Et c'est vrai que c'est problématique, en sachant que là où c'est encore plus difficile, c'est pour les urgences. C'est pour ça que je vous parlais d'urgence ophtalmique. Oui, les urgences en général sont saturées l'été, avec les problématiques de canicule qu'on a eu récemment, du manque de lits, du manque d'effectifs, parce que il faut bien que les infirmiers et les médecins prennent leurs vacances, effectivement. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, dans votre discipline, qu'il y a un manque de professionnels de santé ? Est-ce que la France manque d'ophtalmo ? Alors oui, il faut savoir que le suivi des patients se fait essentiellement par le dépistage avec les ophtalmos libéraux. Il n'y a que 5000 ophtalmos libéraux en France pour toute la population, ce qui est très très peu. Alors bien sûr, il y a une concentration dans les très grandes métropoles et en bord de mer, mais c'est vrai que tout le reste du territoire est très mal desservi. Et pourtant, c'est une spécialité qui a la réputation d'être très prisée, l'ophtalmo, et qu'en plus d'être bien rémunérée. C'est vrai qu'il y a des avantages, parce que c'est une spécialité qui est assez variée. On peut être à la fois chirurgien, on peut faire de l'imagerie, faire des diagnostics, donc c'est vrai que les jeunes internes ne s'y trompent pas. Mais il n'y a pas assez de postes formés, parce qu'il n'y a pas assez de place dans les CHU en question qui forment les internes. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'ophtalmo en France ? C'est la principale raison, effectivement, parce qu'il faut quand même entre 10 à 12 ans pour former un ophtalmologue. Donc entre le moment où on décide d'augmenter les places et le moment où les ophtalmologues en question sont formés, il se passe beaucoup de temps. Et puis les places sont très limitées dans les CHU en question. Je disais tout à l'heure, vous appartenez à une structure qui s'appelle Ophtamen. Comment vous solutionnez cette question des déserts médicaux ? Alors, à la création d'Ophtamen, en fait, en 2019,
en fait, c'est venu du départ de 5 ophtalmologues. 5 ophtalmologues du Mans sont partis donc dans une région plus attractive, et du coup, le Mans, qui était déjà un désert médical, s'est retrouvé encore plus en difficulté. Et du coup, avec mes collègues, que ce soit le docteur Rottier, docteur Chérif ou docteur Laval, on a décidé effectivement de mieux optimiser le temps médical. C'est-à-dire que pour un cabinet classique, on va dire 80% du temps d'un ophtalmologue, c'est les suivis, le dépistage. Et cette partie-là, justement, elle peut facilement être déléguée à du personnel paramédical qui est très bien formé, qu'on appelle les orthoptistes. Et du coup, nous, on a décidé effectivement de pousser ce concept à son maximum en formant des orthoptistes très expérimentés qui sont capables de faire les dépistages aussi bien que les ophtalmologues. Et en plus de ça, on a créé un concept où l'ophtalmologue valide tous les dossiers. Et ça, on l'a aussi fait dans des endroits plus éloignés que Le Mans. C'est-à-dire qu'on a des cabinets, que ce soit à La Flèche, à Nogent-le-Rotrou, à Vasse, donc des territoires encore plus désertiques, où en fait le cabinet Ophthalmène est la seule structure ophtalmologique présente sur place. Mais ça veut dire que vous avez des ophtalmos sur place ou vous avez des orthoptistes ? On a les deux en fait, c'est-à-dire que le temps médical, comme j'ai dit, est très précieux, donc finalement les 80% du besoin est couvert par un orthoptiste, et l'ophtalmologue se déplace un jour ou deux dans le cabinet pour voir les pathologies. Et c'est ça qui permet, avec une optimisation intelligente, en fait, avec un seul ophtalmologue, on peut recouvrir un besoin visuel plus important. D'accord. Est-ce que la téléconsultation adaptée à votre spécialité, c'est une solution ou est-ce que c'est pas une solution ? Alors, nous, on utilise la téléconsultation dans certains cas. Mais il faut savoir que la téléconsultation est très récente en France. Il y a des freins réglementaires. On ne peut pas forcément tout faire. En tout cas, nous, en fait, on fait une sorte de téléconsultation, on appelle ça la télé-expertise avec consultation orthoptique, c'est-à-dire que les patients consultent l'orthoptiste qui fait tous les examens nécessaires, comme si le patient consultait chez l'ophtalmologue, et ensuite l'ophtalmologue, il lit les dossiers, et s'il y a besoin, il revoit en direct le patient. Il y a 15% des patients qui sont reconvoqués en direct parce qu'il y a des pathologies qui sont dépistées. Quelles sont les affections visuelles qui demandent une prise en charge urgente, puisqu'on parlait d'urgence ophtalmo tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait justifier une urgence ? Alors, il y en a beaucoup. Alors, en ce moment, donc en période estivale, il y a tout ce qui est traumatisme, parce que les gens, effectivement, ont plus d'activités en extérieur. Donc, il y a les corps étrangers, il y a les traumatismes oculaires, mais aussi il y a les pathologies qui sont plus fréquentes en été. Je pense par exemple au décollement de rétine, qui est une urgence assez importante, qui doit être traitée chirurgicalement rapidement, qu'on sait statistiquement c'est plus fréquent l'été par exemple. Après il y a toutes les infections. Alors, quels sont les symptômes d'un décollement de rétine par exemple ? Le décollement de rétine, effectivement, les symptômes sont plutôt caractéristiques, c'est-à-dire que c'est le patient qui voit des corps flottants, un peu comme des mouches qui suivent le regard, et puis des lumières sur le côté. Ça fait penser un peu à la DMLA, ça. Alors, ça concerne la même structure, la rétine, mais la DMLA, c'est plutôt des symptômes différents dans le sens où le patient, il voit déformé. C'est-à-dire que sa vision centrale est diminuée avec une tache au milieu et en fait, il voit déformé. Donc, alors que dans le décollement de rétine, c'est quoi la différence donc ? En fait, le décollement de rétine, il y a une déchirure qui se fait en périphérie de la rétine, qui se traduit du coup par des corps flottants et donc des lumières sur le côté, des éclairs. Et si cette déchirure n'est pas traitée, la rétine elle se décolle et du coup ça se traduit par une baisse de vision. Et ça met du temps pour s'installer ou c'est un événement qui survient subitement ? Le décollement de rétine, comme j'ai dit, il y a une déchirure au départ. Et au bout de quelques jours à quelques semaines, si c'est pas traité, ça se transforme en décollement de rétine. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça reste une urgence. Oui, c'est une urgence ophtalmo. Quelles sont les autres urgences Alors, il y a des infections. Je pense par exemple à tout ce qui est infection oculaire. Par exemple, quelqu'un qui porterait des lentilles et qui aurait
effectivement un abcès au niveau de la cornée, ça doit être traité rapidement parce que en fait toutes les 48 heures il double de taille, donc il vaut mieux le traiter avec des collyres avant qu'il y ait une cicatrice qui se forme. Donc ça aussi c'est une urgence et c'est vrai que je peux en citer des dizaines d'autres effectivement. Oui, mais les gens ne savent pas forcément que ça doit être pris en urgence. Est-ce qu'il y a par exemple des pathologies qui sont liées à des bains, soit en piscine ou soit à la mer, qui peuvent être urgentes ou pas du tout? Alors justement, je parlais des lentilles. Moi, je déconseille à mes patients de mettre des lentilles pour se baigner, donc, parce que ça favorise les infections. Après, il faut savoir que quand on se baigne, effectivement, donc quand on se baigne en piscine, le chlore est très agressif pour la muqueuse des yeux. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a les yeux rouges, on peut développer derrière une kératite si on ne fait pas attention. Alors la kératite, qu'est-ce que c'est pour tout le monde ? La kératite, effectivement, en fait, c'est une altération de la cornée. C'est une altération de la cornée qui est liée à une irritation de cette même cornée. C'est la partie transparente de l'œil. Est-ce que le port de lunettes, ça résout le problème ou pas du tout ? En piscine notamment Alors, en piscine, c'est vrai que ce qui est conseillé, c'est des lunettes de piscine à la vue. Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de lunettes. Ça, c'est la solution la plus sécure. Même si je sais qu'il y a beaucoup de patients qui mettent des lentilles jetables et qui effectivement les jettent après la piscine. Bon, c'est pas fait pour ça, mais bon, on sait que c'est fait, effectivement. Qui est une solution. Voilà, et on parle de la santé de vos yeux ce matin avec mon invité, le docteur Nassim Bellatri, qui est ophtalmologue. Et c'est vrai qu'avec les fortes chaleurs estivales, on a beaucoup usé des climatisateurs et des ventilateurs. Alors il y a deux écoles, avec ou sans clim. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la clim, notamment que ça serait mauvais ou pour la santé. Bon, oui ou non ? Alors c'est un sujet intéressant, c'est bien qu'on en parle parce que c'est vrai que tous vos auditeurs sont tous exposés à la climatisation, que ce soit au travail, à la maison ou même dans les transports. Dans leur voiture aussi, parce que dans les voitures, c'est à fond. Alors, oui, il y a un impact effectivement de la climatisation sur la santé. Alors, bien sûr, si c'était que négatif, les gens ne mettraient pas la climatisation parce que il y a quand même des effets positifs parce que ça baisse quand même la température. Je parle des climatiseurs, pas des ventilateurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets négatifs si c'est utilisé trop souvent ou s'il y a un mauvais entretien, par exemple. Ouais. Alors, sur la santé des yeux, par exemple, quels sont les risques de l'utilisation et de la clim et des ventilateurs ? Les risques, en fait, il faut savoir que les climatiseurs et les ventilateurs ont tendance à assécher l'air et donc les muqueuses. Donc les yeux en fait deviennent secs, donc il y a une sécheresse des yeux, donc qui peut poser problème. Par ailleurs, ça peut aggraver des allergies. Et tout à l'heure, j'avais parlé des lentilles. Quand on porte des lentilles, c'est encore plus compliqué avec la climatisation. Pourquoi ? Parce que l'air est plus sec, c'est ça ? Effectivement, c'est à cause de l'air froid et sec qui va irriter les conjonctives. Il faut savoir que les lentilles, déjà, ça absorbe une partie des larmes. Et si en plus de ça, la climatisation va faire évaporer une autre partie des larmes, on se retrouve en difficulté avec les yeux qui piquent, une irritation, une difficulté à se concentrer. D'accord. Donc si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire que l'air qui est plus sec, c'est l'ennemi de nos yeux, c'est ça ? On peut dire que oui, c'est un ennemi invisible, effectivement, donc on ne se rend pas compte. Mais si on reste des heures et des heures devant un climatiseur, d'autant plus que le flux d'air est dirigé directement sur les yeux, on peut avoir des soucis aux yeux. Alors ça, c'est vrai dans les voitures, notamment où la clim vous souffle bien dans le visage. Qu'est-ce qu'on appelle la sécheresse oculaire ? À quel moment est-ce qu'on peut poser un diagnostic de sécheresse oculaire ? La sécheresse oculaire, en fait, c'est un défaut au niveau de la qualité ou de la quantité des larmes. Et donc, ça se traduit par des symptômes invalidants pour le patient, que ce soit des picotements, sensations de corps étranger, gêne à la lumière, et même des fois un flou visuel.
Ça pourrait être lié, par exemple, à l'usage de la climatisation ? Bien sûr. La climatisation, ça effectivement altère donc le film des larmes, finalement, et ça provoque ce genre de symptômes. Un rappel pour tout le monde, quel est le rôle des larmes ? Alors, le rôle des larmes est plus diversifié qu'on pense, en fait, parce qu'il faut savoir que la cornée, la partie transparente de l'œil, il n'y a pas de vaisseau. Il n'y a pas de vaisseau sur cette partie-là. Et du coup, le rôle des larmes, c'est de nourrir et d'oxygéner la cornée. Ça joue aussi un rôle de barrière contre les poussières et les bactéries. Ça permet d'éliminer les poussières directement dans le nez, finalement. Et ça joue aussi... après, il y a un rôle émotionnel, effectivement, donc avec la tristesse. Ça, c'est autre chose. Mais pour la santé de nos yeux au quotidien, c'est important donc de... Oui, c'est un rôle prépondérant. On parle de film lacrymal. C'est quoi le film lacrymal ? Le film lacrymal, en fait, il faut savoir que les larmes sont composées de plusieurs parties. Il y a la larme aqueuse, c'est de l'eau. Et donc, cette partie-là, elle a besoin de la larme de corps gras, finalement, qui permet de tenir. Parce que sinon, avec la gravité, ça ne tient pas. Et du coup, le film lacrymal, en fait, il s'étale sur l'œil. Et du coup, ça permet en fait d'avoir une couche qui est plutôt régulière, et ça participe à la bonne vision. Donc c'est important d'avoir l'œil humide. Voilà, suffisamment. Enfin, en tout cas, suffisamment humide. Ouais. Oui. Pour sa bonne santé. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'œil sec. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'œil sec ? Le syndrome de l'œil sec, c'est plutôt la forme chronique, c'est-à-dire que c'est un défaut effectivement de qualité ou de quantité de l'œil, mais qui se chronicise et qui après effectivement se traduit par des complications, des pathologies autres. C'est pas une pathologie de la personne âgée, ça, plutôt ? Effectivement, donc on va dire 15% des personnes de plus de 60 ans ont la sécheresse, mais c'est pas la seule cause. Donc on vient de parler effectivement de la climatisation qui peut déclencher ou aggraver, mais il y a beaucoup d'autres choses. L'usage excessif des écrans aussi, parce qu'en fait quand on est sur écran, on est concentré sur l'écran, on oublie de cligner, et ça c'est pas bon pour les larmes, parce qu'elle doit bien s'étaler sur la cornée. Et puis il y a tout ce qui est pollution, le tabac. Après il y a des choses un peu plus rares, les maladies auto-immunes comme le syndrome de Gougerot par exemple, qui donne... Alors attendez, je ne vais pas vous faire un cours sur le syndrome de Gougerot. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de Gougerot ? En fait, c'est une pathologie auto-immune qui touche des femmes de plus de 50 ans et qui se traduit par une sécheresse de la bouche et des yeux. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, quelles sont les bonnes pratiques finalement pour prendre soin de ses yeux quand on a la clim et qu'on est dans un univers d'air sec toute la journée ? Alors déjà on peut agir sur la climatisation, il faut diminuer l'intensité, il faut éviter qu'il y ait un écart trop important par rapport à la température extérieure, entre 5 à 7 degrés maximum, et il faut éviter de diriger l'air vers les yeux. Alors, mais attendez, ce que vous dites, ça c'est important, et ça c'est pour tout le monde. Pour quand on règle une climatisation, c'est pas à 19 ou à 21, quand il fait 35 dehors. Exact. C'est quoi ? C'est entre 5 et 7 degrés. Oui, c'est ça, de différence. Ouais. D'accord. Donc pas dans les yeux, quoi d'autre ? Il faut que le climatiseur soit entretenu, parce que si le climatiseur n'est pas entretenu, c'est un foyer de bactéries et d'allergènes. Et après, il faut que la personne s'hydrate, parce que le fait de bien s'hydrater, donc de boire de l'eau régulièrement dans la journée, du coup, on aura moins de difficultés d'évaporation aussi des larmes. Même s'il faut faire quand même attention. Et donc les écrans, il faut avoir une bonne hygiène avec les écrans, diminuer l'utilisation des écrans, faire des pauses pour faire cligner des yeux. Il suffit de 30 secondes de clignement pour améliorer la qualité des larmes. Quelles sont les problématiques qu'on rencontre avec l'usage des ventilateurs ? C'est la même chose ou ça n'a rien à voir ? Alors, le ventilateur, à la différence du climatiseur, il n'abaisse pas la température, il brasse l'air de telle sorte
la transpiration s'évapore. Et donc, ça, effectivement, ça produit de l'air sec avec les mêmes effets sur les yeux. Mhm. Oui. Donc, est-ce que c'est dangereux de dormir avec la clim ou le ventilateur ? Il peut y avoir un danger. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt, si on est obligé, par exemple, en période de canicule, de forte chaleur, c'est de l'allumer en début de nuit et de l'éteindre par la suite, par exemple, avec une minuterie ou autre. Ouais, genre maxi quoi alors ? Comment ? En durée, maxi quoi ? 1 heure ou 2, pas plus. Après, si on est obligé de l'utiliser, ça peut arriver pour les personnes âgées, les personnes qui... Parce que la canicule, c'est très délétère, c'est fatigant, ça peut... Donc on peut utiliser toute la nuit, mais en baissant la puissance. Voilà. Alors, en santé, ce qu'on ne voit pas peut parfois être plus dangereux que ce qu'on voit. En quoi la vraie prévention et prévention visuelle consiste-t-elle ? Alors, la prévention et visuelle d'une manière générale, c'est très très important. Parce que, je l'ai dit en début d'émission, on manque d'ophtalmo, mais il faut quand même consulter. On arrive à avoir des rendez-vous. En tout cas, il y a des solutions qui existent. Parce que, en fait, l'œil fait partie des organes où il y a des pathologies qui se développent de façon silencieuse au départ, qui peuvent être très bien traitées. Et le fait d'avoir 10 sur 10 ne dit pas forcément qu'il n'y a pas de pathologie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une acuité visuelle parfaite qu'on n'est pas à risque, c'est ça ? Exactement, il faut du dépistage. Je donne l'exemple un peu extrême. J'ai vu il y a quelques mois un patient qui avait 10 sur 10, qui n'était pas suivi par un ophtalmologue, et qui avait un glaucome sévère. En fait, le glaucome, c'est une maladie du nerf optique qui fait que c'est la vision périphérique qui est touchée. Et la vision centrale ne l'est pas. Donc ce patient-là, pendant des années, avait 10 sur 10. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais il aurait pu être dépisté. Exactement, oui. Mais alors, comment on dépistait sa vision, on va dire, centrale, sans dépister sa vision périphérique ? Et bon, ça, c'est un cas particulier. C'est vrai que ce patient-là s'est fait renouveler ses lunettes par son opticien sans forcément consulter d'ophtalmologue. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il avait des renouvellements d'ordonnances automatiques. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui est délétère. Il faut pas se dire que le dépistage n'est pas une formalité. Et c'est très important, en tout cas, de faire le dépistage avant de changer ses lunettes. Mais quels sont les examens, finalement, qui permettent de dépister des pathologies qu'on ne voit pas ? Oui, il y a un minimum, effectivement. Donc, en plus de la mesure de l'acuité visuelle, donc la mesure de la vision, il faut mesurer la tension oculaire. Donc, ça se fait avec un petit jet d'air. Donc, ça nous permet de voir si elle est augmentée. Ça peut être un signe de glaucome, par exemple. L'examen également de la surface de l'œil, parce que ça permet de voir s'il y a des pathologies de la cornée ou de sécheresse. Qu'est-ce que vous appelez un examen de la surface de l'œil ? C'est le fond de l'œil ? Le fond d'œil, c'est encore un autre examen. En fait, la surface... C'est pas la même chose. Oui. Ça, c'est le dernier examen dont j'allais parler. Effectivement, le fond d'œil se fait également dans la suite des examens. D'accord. Mais l'examen de la surface de l'œil, donc en quoi ça consiste comme examen ? En fait, avec une lampe spéciale qui va grossir du coup la cornée, on peut examiner la surface de l'œil et voir s'il y a des altérations. On utilise également des colorants pour bien identifier ces zones d'altération. Mais il faut les demander, ces examens, quand on est en consultation, ou l'ophtalmo vous le fait forcément ? Ça fait partie des examens de routine. Voilà, j'ai invité le docteur Nassim Bellatri, qui est ophtalmologue au Mans, et nous parlons justement de la santé de vos yeux. Ce matin, on parlait de cet examen du fond de l'œil. Qu'est-ce que recherche cet examen du fond de l'œil ? L'examen du fond de l'œil, ça se fait donc avec une lampe spéciale et un système grossissant. Ça permet à l'ophtalmologue d'examiner donc la rétine, sa région centrale qu'on appelle la macula, le nerf optique. Donc le nerf optique, c'est le câble qui transmet le signal visuel. Et ça examine aussi les vaisseaux qui irriguent la rétine en question.
Mmh. Est-ce que c'est un examen qui se passe toujours la pupille dilatée ou c'est fini ça ? Il faut savoir que actuellement, on peut le faire tel que je l'ai décrit, mais on peut aussi, maintenant on a des rétinographes, c'est des appareils qui font des photos de l'œil sans système grossissant. Et on a les mêmes informations. La dilatation, on ne la fait pas systématiquement, mais ça peut avoir son intérêt pour examiner la périphérie de la rétine, notamment en cas de suspicion de décollement de rétine, chez les diabétiques par exemple, pour vérifier s'il n'y a pas de rétinopathie. Exactement. Une rétinopathie, c'est une pathologie de la rétine liée au diabète. Est-ce que c'est le fond de l'œil qui permet de dépister notamment ce qu'on appelle la DMLA ? Oui, tout à fait. La dégénérescence maculaire liée à l'âge. Oui, tout à fait. C'est une pathologie qui survient surtout après 50 ans et qui se traduit par une baisse de vision progressive et la vision qui se déforme. Et donc l'ophtalmologue, en faisant le fond d'œil, va voir des signes au niveau du fond d'œil qui vont l'orienter vers cette pathologie. Est-ce qu'il y a de plus en plus de DMLA ou on en parle de plus en plus parce qu'on sait la dépister ? C'est une pathologie du vieillissement et donc comme il y a une augmentation de l'espérance de vie, donc forcément il y a plus de DMLA. Et puis depuis plusieurs dizaines d'années, on a des traitements également. Et alors on en parle des traitements ? On a des traitements qui permettent effectivement de traiter une partie de la DMLA, c'est-à-dire qu'il y a deux formes de DMLA, il y a la DMLA sèche et il y a la DMLA humide. Et nous, nos traitements permettent actuellement de très bien traiter la DMLA humide. On n'a pas encore de traitement pour la DMLA sèche, mais voilà, c'est pour ces raisons également qu'on en parle. Qu'on en parle plus, oui. Mais notamment à base de piqûres. On n'a pas trouvé de meilleure solution. Pourquoi vous hésitez ? Parce que ça fait peur aux gens, les piqûres dans les... Oui, c'est sûr que c'est pas très joyeux de parler de piqûres. Mais il faut savoir qu'avant l'existence des piqûres en question, les patients voyaient leur vision se dégrader parce que la vision peut se dégrader très rapidement et sans solution. Et il y a effectivement cette solution des injections intravitréennes, donc de piqûres, qui fonctionne bien. Et maintenant, on a des traitements qui permettent d'espacer les piqûres. Donc, c'est à quelle fréquence à peu près le nombre d'injections ? Il y a quelques années, on était toutes les 6 semaines en moyenne, et maintenant on est en train de passer à tous les 3-4 mois. Et là, qu'est-ce que ça permet de récupérer ? Ça freine l'évolution ou on récupère de la vision ? Alors la DMLA, ça dépend du délai du diagnostic. Alors, si c'est diagnostiqué très tôt, c'est-à-dire dès l'apparition des néovaisseaux, dès l'apparition des difficultés visuelles, on peut retrouver une vision à 10/10 et traiter la pathologie, avec bien sûr une nécessité de refaire des injections régulièrement. Mais si c'est pris beaucoup plus tard, effectivement, il y a une cicatrice au niveau de la rétine qui se fait. On peut effectivement éviter qu'elle s'aggrave, mais c'est plus difficile. Est-ce qu'on sait si les écrans provoquent la DMLA ou ça n'a aucun impact sur la DMLA ? Il n'y a pas vraiment d'études qui dit que les écrans donnent la DMLA. Après, on sait in vivo que la lumière bleue des écrans est nocif pour les photorécepteurs, mais on n'a pas d'études qui fait le lien direct. On n'a pas encore ça. Alors, comment prendre soin de ses yeux quand on passe de plus en plus de temps sur les écrans et qu'on regarde les séries télévisées sur un téléphone portable ? Est-ce que finalement, il y aurait un bon temps d'utilisation et d'usage des écrans pour les yeux ? Après, c'est vrai que des fois, on n'a pas le choix. Maintenant, on travaille tous sur écran. On peut passer une dizaine d'heures face à un écran par jour, si c'est pas plus. Oui, non mais et ça c'est problématique parce que finalement, j'ai parlé tout à l'heure des problématiques de sécheresse oculaire, du fait de ne pas cligner, mais il y a aussi en fait des problématiques de fatigue visuelle parce qu'on force l'œil à accommoder, c'est-à-dire à focaliser de près, et ça fatigue et ça donne des maux de tête. Alors, vous parlez de cligner des yeux.
Déjà, en quoi le fait d'être devant un écran, ça mobilise le fait de cligner les yeux? En fait, les études montrent qu'une personne qui est devant un écran cligne moins que quelqu'un qui n'est pas devant un écran. Et donc, les larmes, pour bien s'étaler sur la surface de la cornée, elles ont besoin du clignement. Parce que sinon, elles ne s'étalent pas bien. Et les larmes ne font pas leur fonction de protection, de nutrition, de barrière. Donc, le clignement est très important. Et je conseille aux auditeurs de faire ne serait-ce qu'une petite pause de 30 secondes toutes les 2 heures, par exemple, pour réactiver ce clignement. C'est ça le secret. Cligner des yeux. Vos yeux vous diront merci. Ça peut être un secret. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé de la lumière bleue. Alors, c'est un vrai ou un faux sujet, ou c'est parce que les opticiens avaient des verres à nous refourguer anti-lumière bleue? Comme j'ai dit, il n'y a pas de preuve directe de lien avec la DMLA. On sait que in vivo, la lumière bleue peut altérer les photorécepteurs. Donc, après, on va dire que c'est pas forcément nocif d'avoir un filtre lumière bleue, mais c'est pas forcément prouvé que ça va avoir un effet certain. Vous êtes normand en fait. Mais parce qu'aujourd'hui, on vous propose le traitement anti-lumière bleue. Oui, c'est vrai que c'est assez répandu. Ouais. Et je pense que dans les prochaines années, on aura sûrement des études qui vont nous dire s'il y a un lien ou pas. En tout cas, pour l'instant, le lien n'est pas prouvé. Oui, le lien n'est pas prouvé. Oui. Bon. Pour ceux qui regardent, qui sont adeptes de leur téléphone aujourd'hui et qui regardent maintenant la télévision, les films, les séries ou des vidéos sur leur téléphone, quelles sont les nouvelles pathologies qui sont apparues avec l'usage de ces écrans? C'est vrai, les problématiques actuelles, ça concerne surtout les enfants. Il faut absolument éviter les écrans chez les petits-enfants et réduire la durée d'usage des écrans. Parce que par exemple, chez les enfants, en fait, ça aggrave les pathologies de vision comme la myopie. En fait, le fait de passer beaucoup de temps dans une atmosphère, on va dire, d'intérieur, en accommodant, c'est-à-dire en forçant l'œil à regarder de près, sans parler des problématiques de sécheresse, ça aggrave des pathologies comme la myopie. Le problème, c'est de regarder de près, c'est ça? En fait, c'est la durée qu'on passe devant les écrans. C'est le fait que le muscle qui permet l'accommodation est trop sollicité sur une trop longue durée. C'est ça la problématique. Donc il faudrait limiter finalement la durée d'exposition aux écrans. Oui, ça serait effectivement la meilleure solution. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'études pour dire, voilà, c'est à partir de tel moment qu'on... Il n'y a pas vraiment d'études sur la durée exacte qu'il faut éviter. Je pense qu'il faut du bon sens. Quand on se sent fatigué, il faut diminuer sa durée d'exposition. D'autant plus pour les enfants, il faut vraiment être très attentif à l'exposition des écrans. Vous parliez tout à l'heure de fatigue oculaire. Comment est-ce qu'on peut la détecter et savoir si on est fatigué des yeux? Alors, la fatigue oculaire, ça survient surtout en fin de journée. Ça donne une sorte de pesanteur au niveau de la tête, des maux de tête également, une envie de se frotter les yeux. Et donc ça nécessite quand même de consulter son ophtalmologue pour réévaluer la correction des lunettes finalement. Comment est-ce qu'on peut la soulager, cette fatigue oculaire? Alors, la fatigue oculaire peut être soulagée en ayant une bonne correction des yeux, mais également en ayant une bonne hygiène des yeux, donc diminuer le temps d'exposition aux écrans, faire des pauses pour regarder au loin, faire cligner les yeux. Et il suffit de 30 secondes, 1 minute pour finalement... regagner, reposer ses yeux. Oui, reposer ses yeux. Quand vous dites regarder au loin, c'est... plus de 5 mètres, par exemple. On peut regarder, on va dire, un paysage lointain. Voilà. Ça permet de relâcher les muscles de l'œil, en fait. C'est l'été, il y a beaucoup de soleil. Est-ce que le soleil est l'ennemi de nos yeux?
les UV sont mauvais pour les yeux, effectivement. Que ce soit un usage excessif peut être un facteur de DMLA, peut aussi plus tard déclencher une cataracte, et ça peut également, on va dire, favoriser des lésions au niveau de la rétine. Comment est-ce qu'on protège ses yeux alors ? Ça, je vous apprends rien. Il faut des lunettes de soleil qu'il faut mettre le plus possible dès qu'il y a du soleil, et ne pas s'exposer sur certaines heures de la journée, surtout en période estivale. Oui, alors ça c'est vrai pour les yeux et c'est vrai pour la peau aussi. Oui. On rappelle pour tout le monde quelles sont les mentions auxquelles il faut se fier quand on achète des lunettes de soleil. On ne va pas acheter les lunettes de soleil au souk. Effectivement, il y a un marquage CE qu'il faut regarder, et puis il y a des indices en fonction, donc c'est plus ou moins opaque en fonction des indices, effectivement. Donc ce qui est très très important, c'est de diminuer finalement l'exposition directe au soleil et de mettre ces lunettes de soleil. Il y a quelque chose de très intéressant à savoir sur le soleil. Par exemple, il y a une pathologie qui s'appelle le pterygium. En fait, c'est le pterygium. Alors, c'est une petite peau qui se développe au niveau de la conjonctive, qui est liée au soleil. Et en fait, cette petite peau, elle se développe sur le côté de la cornée. Et ça peut recouvrir la cornée. Et en fait, pourquoi je parle du pterygium ? Parce que le pterygium, il se développe chez des patients qui sont exposés au soleil, des travailleurs extérieurs. Et en fait, il y a eu des études qui ont remarqué que le soleil se développe, enfin pas le soleil, le pterygium se développe à certains endroits de la cornée du fait des rayons qui sont plutôt sur le côté. Mais on le voit à l'œil nu, cette peau, ou pas ? Le pterygium de petite taille, on va dire, peut être vu par l'ophtalmologue. Une fois qu'il a atteint une taille moyenne, on peut le voir effectivement à l'œil nu. On le voit à l'œil nu. Oui. Docteur Nassim Bellatri, alors je rappelle que vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent cette émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous depuis Le Mans. On salue tous ceux qui nous écoutent au Mans et qui sont très nombreux. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.